Merci beaucoup Frédéric. Alors je vais commencer par remercier très chaleureusement en notre nom à tous les deux les organisateurs de cette belle rencontre, Cyril et Émeric. Merci beaucoup pour nous avoir invités. Et en mon nom seul cette fois-ci, je vous présente mes excuses pour être arrivé aussi tard et avoir manqué toute une partie de ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, effectivement, l'intervention s'intitulait « Gouvernementalité, normes et droits ». Ça a changé, je vais vous expliquer pourquoi en 10 secondes. Nous avions projeté de nous intéresser effectivement à la question de la gouvernementalité de la manière suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'intéresse à cet effet spécifique et à ces techniques spécifiques que Foucault appelle gouvernementalité? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'y intéresse comme juriste, et en particulier comme juriste spécialiste de droit privé? En d'autres termes, il s'agissait d'étudier la gouvernementalité du droit privé. Ça allait très bien. C'est d'ailleurs pour partie ce que nous allons proposer, mais pour partie seulement, parce que quand on a commencé à réfléchir plus sérieusement au sujet, on s'est rendu compte que ceci occultait toute une partie de la réflexion que nous prêtons à Foucault. En réalité, nous pensons que ça occulte toute une partie de sa détermination très profonde. Foucault, c'est pas simplement l'inventeur, le grand découvreur de cet effet particulier qu'on appelle la gouvernementalité, de ces techniques de gouvernement, pour le dire autrement. C'est aussi, comme le suggère... Enfin, comme le dit le titre de ce colloque, quelqu'un qui s'est mis face à la norme. Et en fait, ce dont nous allons parler, ce que nous allons essayer de dire, c'est... Enfin, on va essayer de mettre le droit face à la norme, en fait, et à la norme de Foucault, celle que nous a révélée Foucault, si vous voulez. Alors, on s'était dit, là, pendant la pause, qu'on pourrait peut-être intituler notre intervention, ou en tout cas la livrer de cette manière-là. Que faire de la gouvernementalité libérale quand on est juriste? Et je précise tout de suite une chose, c'est que nous allons bien parler de gouvernementalité, mais de gouvernementalité libérale, qui désigne un moment particulier dans la gouvernementalité, un âge ou un moment, si vous voulez, c'est-à-dire ce moment où l'État se retire en quelque sorte, s'efface en quelque sorte, mais pour mieux gouverner. Et dans ce mieux gouverner, il s'agit de solliciter certaines formes techniques de savoir, nommément l'économie politique. C'est de ceci que nous parlons très précisément. Donc, nous exposerons une proposition, somme toute, banale, une proposition selon laquelle le droit permet de définir le statut de la liberté au sein de la gouvernementalité libérale, j'insiste, hein, mais aussi et surtout contre cette dernière. Contre cette dernière. Et qu'ainsi, le droit est l'une des formes que peut prendre l'exercice de la critique en tant que vertu. Alors évidemment, ce faisant, nous n'entendons pas livrer ici une exégèse du travail de Foucault, ni même discuter les travaux d'histoire des institutions, de droit public ou de droit pénal ayant mobilisé ces travaux, mais nous allons tenter de nous saisir des matériaux puisés dans certains de ses écrits afin de bricoler une petite théorie juridique, et une théorie juridique qui serait en réalité une contre-théorie des normes, ou une théorie juridique contre les normes, les autres. Alors, c'est une chose connue, entendue, entre 77 et 79, dans ses cours au Collège de France, Sécurité, territoire et population et naissance de la biopolitique, mais aussi dans un certain nombre de conférences publiées, Foucault établit ce qu'il appelle une généalogie de l'État moderne à travers les procédures mises en œuvre en Occident pour assurer le gouvernement des hommes. Toujours selon Foucault, à partir du XVe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, pour situer un peu de quoi on parle, à l'heure de ce qu'il appelle la dispersion et de la dissidence religieuse, mais aussi de la concentration étatique, ce sont évidemment ces deux mouvements que Foucault aborde en même temps, une réflexion sur l'art de gouverner se développe. Elle sera l'objet d'une immense littérature. Il ne s'agit pas encore de ce qu'on nommera plus tard la science politique, hein. Il s'agit plus tout à fait des conseils aux princes du Moyen-Âge
et de l'Antiquité gréco-latine. C'est une littérature qui entend spécifiquement répondre aux problèmes du gouvernement qui, alors, nous dit Foucault, éclate. C'est-à-dire que c'est la question de savoir comment être gouverné, par qui, jusqu'à quel point, à quelle fin et par quelle méthode. Ainsi, le gouvernement de l'État, dans cette histoire-là, le gouvernement de l'État n'est qu'une question parmi d'autres. Il y a le gouvernement de soi, le gouvernement des âmes et des consciences, le gouvernement des enfants, etc. Cependant, ce qui intéresse particulièrement Foucault dans les écrits que nous évoquons, c'est cette question du gouvernement, la question du gouvernement, où le gouvernement se donne comme exercice de la souveraineté politique. C'est ce qu'il appelle la raison d'État. Alors l'étude de la raison d'État correspond à une laïcisation et à une généralisation de la gouvernementalité pastorale, c'est le point de départ de Foucault, développé par l'Église romaine latine. Alors, gouvernementalité pastorale, une somme de procédures, de méthodes, de techniques qui forment un art, une forme de pouvoir permettant, je cite Foucault ici, de conduire la conduite quotidienne des individus. Au XVIIIe siècle, le calcul de la raison d'État évolue. C'est-à-dire qu'il se trouve connecté à la pensée économique libérale. Il s'impose alors un nouvel art de gouverner qui, paradoxalement, c'est ce que j'évoquais d'entrée de jeu, qui paradoxalement consiste à limiter l'exercice du pouvoir de gouverner. Ça, c'est important. C'est un gouvernement qui fonctionne à condition de s'auto-limiter. Et qui suppose donc, pour s'exercer, qui suppose de répondre à une nouvelle question, comment ne pas trop gouverner ? Et la forme de rationalité qui permet de répondre à cette question, c'est l'économie politique. L'économie politique dans laquelle le marché devient, comme vous le savez, un lieu de véridiction. Elle introduit cette forme de rationalité dans la raison gouvernementale, le principe de l'autolimitation, je le disais il y a un instant, et avec elle, la question de la vérité. C'est une, et je cite encore Foucault ici, c'est une autolimitation par le principe de vérité du fait des injonctions d'un discours scientifique, discours qui révèle la vérité du marché, si vous voulez, ou plus tard, du fait de l'affirmation d'une cause historique indépassable. Toutefois, le vide laissé ici par le retrait de la réglementation étatique, le fait que l'État se retire pour mieux gouverner, ce vide ne correspond pas forcément, on le sait, à une absence de normativité. Même au sein de la sphère d'indépendance octroyée aux gouvernés, demeure l'essentiel, un essentiel effrayant, à vrai dire, des mécanismes de pouvoir s'exerçant sur l'individu au nom d'une vérité, au nom du calcul, à quoi il faut ajouter au nom de l'histoire et au fond de la tradition. Des mécanismes qui, sans le contrôle de l'État, peuvent se déchaîner contre les individus. Il s'agit, si l'on veut, du côté obscur des Lumières. Ceci étant dit, comment penser, alors c'est notre propos, comment penser la relation du droit avec les techniques de gouvernement ? Disons tout d'abord que pour Foucault, gouverner, bien sûr, n'est pas la même chose que faire la loi ou qu'être juge. Au contraire, dans la naissance de la biopolitique, le droit apparaît comme une limitation extérieure apportée aux techniques de gouvernement, une limitation à cette sorte d'exercice du pouvoir. Ainsi, au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, le droit va servir de point d'appui à toute personne qui voudra, d'une manière ou d'une autre, limiter l'extension indéfinie d'une raison d'État prenant corps dans un état de police. Bien entendu, le statut du droit est plus complexe. On le disait il y a un instant. Parce que d'un côté, le droit s'érige contre la raison d'État, la raison de l'État policier, et dans une forme qui, pour nous, est celle du droit naturel, très largement celle du droit naturel. Il en assure la critique. Foucault dit c'est un corps critique au flanc de l'État. Mais d'un autre côté, il apparaît évidemment le droit comme un outil susceptible de servir la raison d'État. Bien davantage au XXe siècle, avec l'émergence du néolibéralisme, alors sur le modèle ici de l'ordolibéralisme, le droit forme l'ordre grâce auquel un ordre social spontané peut se réaliser. Entre droit et gouvernementalité apparaît une tension, un jeu.
Alors plus justement pour Foucault, l'analyse et la réflexion juridique sont des phénomènes dans le jeu d'une opposition fondamentale, celle de la gouvernementalisation et de la critique. On pourrait dire ici que le droit est à la fois partenaire et adversaire des arts de gouverner, comme manière de s'en méfier, de les récuser, de les limiter, de leur trouver une juste mesure, de les transformer et, bien sûr, de chercher à leur échapper. C'est ça qui est central pour notre réflexion, de chercher à leur échapper. Ainsi, nous avancerons un peu dans notre propos, et là, reprenant Foucault à notre compte, nous proposerons l'idée selon laquelle le droit peut être présenté comme un art de n'être pas trop gouverné, une résistance, donc. Et ça ne surprendra guère nos amis les civilistes, qui se souviendront peut-être que le droit a été appelé la forme intellectuelle de la désobéissance par Carbonnier, justement. Et on se souviendra peut-être aussi, pour citer Yering, que la manifestation courageuse et ferme du sentiment juridique est un instrument de l'attitude critique, c'est-à-dire, ici, un moyen, un art ou une technique, au service d'une vertu. Notre argument sera donc que le droit est toujours, ou en tout cas peut toujours être, l'instrument de l'indocilité réfléchie ou de l'inservitude volontaire, ce sont deux expressions employées par Foucault, que face aux techniques de gouvernement, la lutte pour le droit dessine le statut de la liberté. Qu'ainsi employé, le droit est l'outil d'un projet critique, comme l'instrument ou bien les procédures permettant d'accomplir la volonté de n'être pas trop gouverné ou de l'être autrement. En simplifiant un peu, on pourrait dire que le droit, mais à condition de le connaître, et nous reviendrons nommément sur ce point, permet d'accomplir un geste critique qui consiste en une action de droit, alors une action au sens large, pas une action simplement au type procédural, mais une action de droit, une action qui peut engendrer un conflit entre justice et vérité. La justice, dans ce cas-là, au cas de ce conflit, si vous voulez, la justice demande à un discours de vérité de quel droit il s'impose, exige une réponse de la part du discours de vérité. Quel est le titre de ce discours de vérité à contraindre la liberté ? La justice est la force au nom de laquelle l'individu, se constituant sujet de droit, se constituant sujet de droit, plus exactement, qui bénéficie de la qualité de sujet de droit. Mais enfin, il y a quelque chose d'important dans cette idée qu'il se constitue sujet de droit. Je dirais volontiers ici, anticipant un peu sur la suite, que c'est un geste existentiel. Donc, la force par laquelle la justice, la force par laquelle l'individu se constituant sujet de droit, anticipe sur les effets normatifs d'un discours de vérité, conteste un discours de vérité, l'économie politique par exemple, on pourrait parler ici des sciences sociales. En déplaçant un peu la question, on pourrait dire qu'il s'agit d'une opposition dans la régulation sociale entre principes naturels, c'est-à-dire ce que le marché détermine spontanément, et une règle artificielle, ce que le droit décide. Dire cela, c'est offrir finalement au droit positif une fonction qui était traditionnellement dévolue au droit naturel, c'est-à-dire d'être un instrument de protestation et d'émancipation. Je songe évidemment ici à la fonction critique du droit naturel. Bref, l'action de droit permet je ne vais pas arriver à le dire, permet d'évacuer la question de l'assujettissement. Elle permet un désassujettissement, voilà, parce qu'elle arme le citoyen du droit d'agir en justice, c'est-à-dire d'opposer le droit au discours de vérité. La qualité de sujet de droit a le pouvoir, contre tous les autres pouvoirs, d'émanciper son titulaire. Alors à ce stade, tout ça est encore un peu imprécis, mais on voit bien qu'il se dessine un double mouvement. D'une part, comme on l'a dit, il est certain que le droit est susceptible de servir la gouvernementalité libérale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était notre intention première que de montrer cela, de montrer le droit comme un instrument de la gouvernementalité. Alors, on va quasiment totalement couper cette partie pour la réserver au texte écrit, parce que ce sont des choses qui sont, somme toute, assez connues, et surtout des choses qu'on trouve moins intéressantes à discuter en votre compagnie. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'autre versant.
hein. Le droit, une fois entendu qu'il peut être une technique de gouvernement, c'est une fois entendu qu'on peut bien étudier l'effet de gouvernementalité du droit, hein, il peut aussi s'ériger au nom de la justice contre la raison d'un État libéral, contre certaines conséquences donc du désengagement de l'État, je le disais d'entrée de jeu. Il est alors la forme de la vertu critique. Donc nous avons prévu au texte, dans une première partie, de traiter du droit comme un art de gouverner. Et ici, je le dis très très vite, il y aurait deux choses à développer. Enfin, il y a deux choses à développer. C'est d'abord l'idée que le droit privé est une technique de gouvernement de la société civile. On le voit très bien dans une matière comme le droit des obligations. Plus largement, le droit privé, en tant qu'il est capable de nommer la totalité des êtres, hein, les choses, les biens, les rapports entre les choses et les biens, va lier les êtres sur le plan de la signification. Je crois que c'est quelque chose qu'on développera dans la partie écrite. Donc, technique de gouvernement de la société civile, mais technique de gouvernement des décisions politiques. C'est ici à la méthode juridique que nous songeons, et en particulier à la dogmatique juridique. Mais, comme je le disais, ce qui nous intéressait davantage aujourd'hui de partager en votre compagnie, c'est cette idée que le droit, c'est pas seulement une technique de gouvernement, c'est aussi un art de n'être pas trop gouverné. Se glissent ici mes remerciements pour les organisateurs et mes regrets de ne pas développer la première partie. Ça nous aurait permis de parler Ah, pardon, vous m'entendez pas? Si. Non. Ah. Non. Il faut que ça soit vert. On m'entend? Oui. Alors, se glisse ici, donc, je le disais, hors micro. Mes remerciements pour les organisateurs. Ainsi qu'un regret de ne pas parler de la première partie. Ça nous aurait permis d'évoquer Hayek, plein de fois. Voilà, le redoutable et abominable Hayek. Mais conformément à ce que vient de vous indiquer Vincent, ce que j'aimerais discuter, c'est l'idée sur laquelle le droit pourrait être un art de n'être pas trop gouverné. Je pars de Foucault et je pense que je vais évidemment trahir Foucault, mais mon propos ici n'est pas de le respecter bien sûr. Foucault, c'est dans la biopolitique, la naissance de la biopolitique, écrit « C'est toujours du côté de l'opposition que l'on fait objection de droit à la raison d'État ». Il s'agit ici de la raison d'État administrative, l'État illimité, l'État policier. Et que par conséquent, on fait jouer la réflexion juridique, les règles de droit, l'instance du droit contre la raison d'État. Le droit permet, c'est encore Foucault qui parle, de délier les sujets de leur devoir d'obéissance. Le sujet de droit, parce qu'il est assujetti au droit, parce qu'il subit cet assujettissement-là, et celui qui dispose d'instruments offerts par l'État ou par la raison, parce qu'on parle de droit naturel bien souvent ici, on est au XVIe siècle, lui permettant de ne pas être assujetti autrement. Les mots de Foucault, du Foucault de la critique. Qu'est-ce que la critique? Pas comme cela, pas autant, pas à ce prix. Disons cela. Foucault distingue, et j'avance ici moi aussi d'un pas, pour lui, à partir du XVIIIe siècle, ce n'est plus le droit qui joue le rôle d'une limitation externe à la gouvernementalité, un rôle de frontière, un rôle de compensation, un rôle d'objection, c'est plutôt la théorie économique, devenant, pour plusieurs raisons, une limite interne à la raison d'État. En dépit de cette distinction et de cette évolution, il est évidemment possible, même aux âges d'une gouvernementalité libérale ou néolibérale, de présenter le droit comme une forme de critique, non, la forme que peut prendre la critique, et lorsque je dis la critique, c'est bien une critique au sens philosophique, c'est-à-dire la critique du Foucault, lecteur de Qu'est-ce que les Lumières de Kant dans son texte Qu'est-ce que les critiques, c'est-à-dire ici comme une objection que je qualifierais de valide, à l'état de police diffuse qui, en quelque sorte, forme la trame de nos vies. Je vais présenter notre argument, en m'arrêtant sur 3 points. 1. Je vais m'arrêter sur ce que l'on a beaucoup répété au fond, ce que Foucault met en lumière, et ce que l'on découvre en lisant Foucault, et c'est qu'un juriste découvre en lisant Foucault, mais en lisant aussi évidemment certains juristes qui sont plutôt sociologues, c'est que la dérégulation, le désengagement de l'État, le recul de la loi, commandé par une raison néolibérale, ne fait pas disparaître les normes, bien au contraire. Alors, ce ne sera pas une surprise, mais je me plairai à énumérer ici 2-3 points. Deuxième chose, je voudrais formuler ce que l'on pourrait appeler la revendication du droit. Une revendication qui pourra sembler légitime, illégitime, mais que je vais essayer de lier
à un projet philosophique, qui est un projet qui pourrait être à la fois un projet de philosophie politique, mais surtout un projet de philosophie morale, en ce qu'il nous regarde chacun d'entre nous. Est-ce que je veux me sortir de là ? Et puis, la troisième chose que je vais évoquer, c'est une objection. Et cette objection, elle me semble presque dirimante, c'est-à-dire, oui, mais comment puis-je faire pour m'en sortir alors que je suis auto-assujetti ? Comment faire ici ? Homme conditionné, je suis soumis évidemment à des conditions. Bon. Mon premier point. La déréglementation justifiée, alors Vincent l'a dit, par un calcul d'utilité, ou par des raisons historiques. Raisons historiques, par exemple, plus jamais ça, le nazisme, le communisme, bref. C'est-à-dire le retrait de l'État dans l'intérêt de l'État, ou, à l'inverse, expliqué par une phobie de l'État, les arguments foucaldiens ici, ne correspond pas forcément à une absence de normes ou de contrôle social, bien sûr. Autrement dit, l'affirmation de l'utilité de l'indépendance des gouvernés n'équivaut pas, même dans cette mesure, à une absence de gouvernement. Tout au contraire, une sorte de despotisme sourd existe et saisit la vie nue des individus, pourtant pensés indépendants, pourtant pensés formellement indépendants. Alors comme les juristes le savent, c'est plus Foucault que je cite ici, mais Carbonnier, même sans avoir lu Foucault, oui, je ne sais pas si Carbonnier a lu Foucault, peut-être, oui, je crois. Le désengagement juridique, le retrait de l'État, n'est jamais l'équivalent d'une libéralisation. Tout n'est pas permis lorsque la réglementation étatique reflue. Se réalise alors plutôt un transfert de pouvoir d'interdire vers d'autres systèmes normatifs. Je ne sais pas d'ailleurs si Carbonnier n'aime pas ces autres systèmes normatifs. Je n'en ai aucune idée. Il existe autrement, l'existence de la souveraineté sur la vie des individus n'est donc jamais abandonnée, ce qui rassure beaucoup Carbonnier d'ailleurs. Il existe autrement d'une façon moins visible, plus souterraine, mais sans doute pas moins efficace. Pas moins efficace, pourquoi ? Parce que débarrassé du lourd appareil formel du droit, de la technique juridique, des garanties, des voies de recours, des principes procéduraux. Il est ainsi plus simple, évidemment, de discipliner à la fois les corps et les esprits. Le gouvernement de la totalité de la vie des individus est alors assuré par des micro-pratiques de pouvoir, alors que la loi se retire, apparaît le quadrillage serré des coercitions disciplinaires, si l'on veut, les normes disciplinaires essentielles à la société libérale, a-t-on dit ce matin, ou essentielles à la production. On passe ainsi, si l'on veut, d'une macro-gouvernementalité assurée par la loi, sous la férule de l'État, son contrôle, à une micro-gouvernementalité assurée par des outils multiples, bigarrés, et souvent calculés par un calcul d'intérêt de l'État. Sans entrer dans les détails, ces outils peuvent correspondre à l'application de normativités non juridiques. Ça, c'est un discours commun pour les juristes, comme la morale, la religion, les mœurs, les usages, les convenances. Donc la prise en compte, cette prise en compte-là, ou ce recul-là, ou la prise en compte de la raison d'État néolibérale ou de la gouvernementalité néolibérale ouvre la porte à un pluralisme normatif. On aurait envie d'ajouter ici à la liste habituelle le management, le marketing, la responsabilité sociale des entreprises, bien sûr. Elle s'entend aussi de l'application de dispositifs ayant directement pour finalité de maîtriser le libre arbitre des consommateurs, des salariés, etc., dont l'étude, au fond, ici, pour ces techniques de maîtrise, suppose de recourir aux sciences sociales qui trouvent leur rationalité dans le discours des sciences sociales. Alors ceci pourrait être dit non pas à la juriste, ou comme je l'ai dit, mais à la Foucault, en employant les mots et la logique des disciplines, telle que définie par Foucault, et avec elle le partage du normal de la normale, et le mécanisme de la normation. Les machines disciplinaires s'inscrivent assez naturellement dans l'espace laissé vide par la loi, et le schéma de pouvoir disciplinaire se projette sur l'organisation économique, ainsi que sur les relations personnelles. Elles garantissent la soumission des forces et des corps. Dans tous les cas, il s'agit de dispositifs dont l'objet s'entend à minima de rendre prévisible le comportement des individus, c'est-à-dire des dispositifs capables de transformer l'exercice de la liberté en un calcul de risque susceptible d'être anticipé. D'assurer autant que cela est possible que le comportement des individus sera conforme à une norme, c'est encore les moyens de peser, plus ou moins efficacement, sur le processus de décision relatif à la consommation, à la production, au vote, à la sexualité. Très bien. Ceci posé. Que faire du droit ? Est-ce qu'ici, il peut y avoir une utilisation du droit ? Ainsi, même s'il correspond à un retrait du droit en général, il est possible de concevoir un tel transfert de pouvoir comme un problème qui demeure juridique. Ce que je veux dire ici, c'est en ce sens au moins qu'il intéresse les juristes, et soyons plus précis, nous voudrions dire que la question du droit positif peut être adressée, comme le disait Vincent tout à l'heure, comme une sorte de revendication de la personne, en tant que sujet de droit.
Le droit organise d'ailleurs, alors quelques tartes à la crème pour commencer, le droit organise d'ailleurs la protection des libertés individuelles. Bon. Le plus souvent, toutefois, cette protection s'exerce contre les normes juridiques, contre un état de police illimité. C'est la question des libertés publiques ou celle des libertés et droits fondamentaux. Ce qui, précisément, n'a pas beaucoup de conséquences sur des techniques de pouvoir qui se situent hors du monde de la normativité juridique. Parfois, la normativité juridique se saisit de l'infradroit, du contre-droit. Dans la même page, d'ailleurs, de Surveiller et punir, infradroit et contre-droit sont utilisés à quelques lignes d'intervalle. Ainsi, le droit disciplinaire qui régule la pénalité de la norme. En ce sens, l'étatisation de la gouvernementalité est un thème habituel de la pensée foucaldienne. Bien sûr, reste aussi un ensemble de moyens qui existent afin de protéger, dans les rapports interindividuels, certaines catégories de personnes contre des comportements déloyaux ou injustes, qui peuvent être le fruit de l'exercice de pouvoirs minuscules mais réels, être les résultats de la cause d'un rapport de contrainte. Ici, la protection de la partie faible dans les contrats, lato sensu, ou par le droit social, pourrait être mobilisée avec profit. On pourrait songer par exemple au dispositif de lutte contre les abus de dépendance. Le droit est ainsi une arme permettant de lutter contre l'application de certaines techniques disciplinaires. C'est, je crois, l'hypothèse, enfin, je songe ici à une hypothèse évoquée par Foucault dans Surveiller et punir, où il évoque l'acceptation contractuelle d'une discipline. Mais la question peut être présentée d'une façon différente, celle qui m'intéresse. Non pas en se demandant quelles techniques juridiques l'État met en œuvre afin de combattre ces micro-techniques de gouvernement, ce qui est ressorti à une approche positiviste des instruments de protection de la liberté et qui, en creux, pose la question de savoir si l'État veut absolument les éradiquer ou même absorber la gouvernementalisation d'un étatique, ce qui mériterait une enquête, et ou si, après son désengagement de la famille dans les années 60 et la dérégulation de l'économie à partir des années 90, qu'il a lui-même organisé, s'il dispose simplement des moyens juridiques de le faire, ce dont on peut douter. La question de la revendication du droit peut être présentée d'une manière différente, c'est-à-dire en insistant sur les armes et les raisons du citoyen, prenant conscience de la gouvernementalisation de sa vie, du fait que la vie, nos vies, sont quadrillées par des dispositifs normatifs. La question devient alors tout à la fois une interrogation juridique, de quoi puis-je disposer comme moyen dans le droit, mais aussi une interrogation interrogeant la philosophie politique et la philosophie morale. Il s'agit de mettre fin au suspens du droit qu'imposent les techniques disciplinaires. Une telle question, plus précisément, engage la responsabilité de chacun dans l'exercice de sa propre liberté, dans l'existence du droit. Arrivé à ce point, et comme il me reste 5 minutes, afin de construire un discours de la revendication du droit, et un discours qui se situe à ce niveau, c'est-à-dire à notre niveau, au niveau d'un individu qui veut mobiliser le droit. Je pense que l'on pourrait se servir de 2 ou 3 textes. En tout cas, j'aurais très envie ici de lire en même temps « Qu'est-ce que la critique ?» de Foucault et « Yering, la lutte pour le droit », l'ayant l'un et l'autre dans les mains. Et puis, et on pourrait me qualifier de tenir un discours un peu réactionnaire, mais vous me le pardonnerez. Je pense que je songerai aussi à Jacques Ellul, non pas qu'il le soit évidemment, mais à son lait romain à l'Occident, en ayant à l'idée ou à l'esprit qu'une certaine idée du droit, c'est-à-dire des régulations sociales, de la régulation sociale, doit servir en dernière instance de norme, c'est-à-dire avant la normativité religieuse, avant la normativité politique, en dernière instance. Bien, ce programme, sur quoi bute-t-il, mes 5 dernières minutes? À mon avis, il n'est pas incertain qu'un tel processus d'émancipation, qui est une interpellation qui pour chacun d'entre nous, fondé sur la conjugaison d'une vertu critique et du droit positif, aboutisse. Une difficulté existe, s'expliquant par la redoutable efficacité des techniques disciplinaires, de cette normativité. L'épaisseur du problème à affronter tient sans doute à la force des processus de subjectivation. Et je veux dire ici des processus d'intégration disciplinaire des normes au corps et de l'ordre du discours à la volonté de celui qui est gouverné. En somme, l'auto-assujettissement. On ne sait se mouvoir, on ne sait s'exprimer sans être gouverné. L'homme-machine est un homme déterminé et ainsi totalement dominé. Un homme conditionnable et donc conditionné. Il est assujetti, il vit avec le poids d'une histoire, d'une tradition, d'une culture. Or, comme nous l'avons dit,
La loi, c'est-à-dire la volonté commune, n'a pas seule le pouvoir de réaliser l'émancipation des individus. Oh, je veux dire, elle n'en a pas la force. Il ne suffit pas qu'elle soit édictée ou même qu'elle soit interprétée. Elle peut demeurer lettre morte. La lutte pour le droit, comme dirait l'autre, ne peut être que le fait des individus qui, par leur action, c'est-à-dire par leur volonté, par leur corps, par leur vie, mettent le droit en branle, le font exister, en sont les modalités d'existence. Or, si les individus ont incorporé, assimilé, intégré le gouvernement de leur vie jusque dans leur corps, dans leur conscience, dans la trame de leur existence, il est sans doute compliqué, même, injuste, illégitime, de leur adresser la question de leur responsabilité et de leur reprocher de demeurer dans un état de minorité. C'est alors que l'État... Mes 5 dernières minutes. Non, ça fait 3 là. Mes 3 dernières minutes. De rayer les... C'est alors que l'État pourrait intervenir autrement qu'en légiférant, c'est-à-dire, je veux dire, autrement qu'en produisant du droit, c'est-à-dire d'une façon conforme à sa raison libérale. Il s'agit bien ici d'établir la liberté, mais sans forcément accepter toutes les conséquences d'un calcul d'intérêt. Que peut-il faire afin de faire exister contre ce calcul, qui impose le retrait du droit, la volonté collective, c'est-à-dire la volonté du législateur, notre volonté, afin de métamorphoser la volonté collective, c'est-à-dire la loi, en une chose publique, c'est-à-dire en une réalité sociale. À son tour d'assumer une responsabilité politique et d'employer donc d'autres techniques de gouvernement, des contre-techniques, ou on pourrait dire un contre-contre-droit si vous le voulez. Sa responsabilité est de devoir mettre les individus en état d'exercer le droit. Afin d'y parvenir, l'histoire républicaine, qui place en son centre le projet d'un enseignement populaire, offre des pistes. Je veux bien dire ici que c'est l'éducation du droit, mais un enseignement juridique populaire qui pourrait être envisagé. Je veux bien ici dire qu'il s'agirait d'envoyer les professeurs de droit dans des associations de quartier. Expérience que nous avons expérimentée avec mon camarade Fauré. Le droit, l'éducation du droit, un enseignement juridique populaire, permettrait de faire de chaque citoyen, le devenant ainsi, un agent du droit. Bien plus par l'action de ceux-ci, par leurs paroles, par l'écriture, par l'action en justice, le droit se réaliserait, je veux dire ici, deviendrait positif. Comme je n'ai pas le temps, j'ai un long passage où je cite Jaurès que je mets de côté, sur le projet de la République. Mais il montre quoi? Il montre que le projet de l'éducation populaire vise à faire des citoyens ceux qui participent à l'édiction de la loi. Et je pense qu'il n'y a qu'une moitié du chemin qui est fait ici. Encore faut-il que les citoyens participent aussi à l'application de la loi. Et quand je dis l'application de la loi, il ne s'agit pas évidemment de faire de chaque citoyen des juristes très pointus ou des professeurs de droit. Non, mais qu'ils la connaissent et qu'ainsi ils en soient la modalité d'existence. Vous êtes en train de penser que je m'éloigne de mon sujet. Un tel projet n'est pas une simple utopie, je précise, ce n'est pas un rêve pour les nostalgiques des boutiques du droit, ou un projet pour exalter de l'accès au droit, ou une sorte de version assez hardcore des cliniques juridiques, voire un projet des fanatiques du juridisme et du monisme normatif. Je pense qu'il a un versant théorique qu'il ne faut pas ignorer. Dans la théorie du droit, une inévitable ontologie, je dirais même un essentialisme si vous voulez, correspond à la doctrine des sources et des autorités du droit, et celle-ci pourrait être dépassée par une théorie juridique existentielle. Je veux dire une doctrine des modalités d'existence du droit. La question n'étant plus exclusivement celle de savoir ce qu'est le droit, pourquoi il existe, mais plutôt celle de savoir comment il existe. Une théorie qui rabattrait la question de l'existence du droit sur l'activité de chacun de ses sujets, sur la vie des individus. Une théorie où le droit apparaîtrait comme une chose commune, comme la République même. Merci bien.